À la mi-avril 2005, des policiers montréalais font une descente dans l'arrondissement de Montréal-Nord, procèdent à une vingtaine d'arrestations, saisissent des milliers de dollars en liquide et mettent la main sur des stocks de cocaïne et de crack. La rafle conduira à la mise en accusation puis au méga-procès de 15 membres d'une bande appelée le Gang de la rue Pelletier. Depuis quelques années, nous assistons à l'émergence d'une forme de criminalité inquiétante. Après les mafias diverses, puis les bandes de motards criminels, voici que les gangs de rue prennent la relève, imposant leurs lois brutales dans certains quartiers de nos villes. Ils s'adonnent aux mêmes activités illicites que le crime organisé traditionnel. L'un des mérites de cette affaire du gang de la rue Pelletier, c'est que son spectaculaire aboutissement devant les tribunaux va permettre de nous faire une idée de l'univers trouble de ces bandes et d'en savoir davantage sur les parcours, les mentalités et les valeurs de leurs membres. La rue Pelletier monte entre le boulevard Henri Bourassa et la rue Amos. On y trouve d'un côté des immeubles d'appartements délabrés et de l'autre une importante école secondaire publique, Calixa-la-Vallée, que fréquentent 1500 élèves âgés de 12 à 18 ans. Il y a là des Latinos, des Arabes, des Haïtiens et des Québécois de souche. Non seulement les jeunes qui fréquentaient l'école étaient témoins de ça, mais dans le procès, on a découvert qu'il y a des jeunes qui allaient sur l'heure du dîner, qui rentraient dans les blocs appartements. On n'a pas vu de preuve que ces jeunes-là achetaient de la drogue, mais ils entraient, puis ils ressortaient. Donc, les policiers, ce qu'ils ont dit, c'est que les clients du gang de la rue Pelletier allaient de l'écolier à la prostituée de rue. C'est un tout petit bout de rue, là. Il n'y a rien sur cette rue-là, à part des petits blocs appartements. Puis il y a une cour d'école. Quand on regarde les vidéos de surveillance que la police a faites il y avait des dizaines de personnes qui faisaient partie de cette gang-là, qui étaient toujours sur cette rue-là, qui assuraient une présence. Ça nous a donné une bonne perspective là, de ce qui se tramait sur cette rue-là. Dans cette rue en apparence banale, des Québécois d'origine haïtienne ont vendu de la coke et du crack pendant des années. Leur quartier général, les immeubles plantés devant l'école. Les gars faisaient du trafic là, au vu et au su de tout le monde. Et les résidents étaient tellement craintifs qu'ils n'osaient pas les dénoncer. Montréal-Nord est un arrondissement qui n'a pas très bonne réputation. Il passe pour l'un des plus pauvres et des plus violents de l'île de Montréal. Le secteur de Montréal-Nord est un secteur résidentiel. C'est un secteur quand même assez multiethnique à l'image de plusieurs quartiers de Montréal. Parce qu'à Montréal-Nord, il faut faire attention. On va se promener à Montréal-Nord. Il y a des petits quartiers résidentiels très coquets, très charmants, sur le bord de la rivière. Il y a des vieux quartiers à Montréal-Nord. Mais en même temps, il y a des zones plus tristes. Les loyers sont peu coûteux. Donc, les gens vont là-bas, ressentent un sentiment de fatalisme, d'enfermement, d'ennui. Puis, ces jeunes-là, de certaines communautés, on pense à la communauté haïtienne qui est très concentrée à Montréal-Nord, bien, vont vouloir s'affirmer. Le phénomène de gang, il est présent, sans être présent de façon plus importante qu'ailleurs, mais le facteur, il est présent. À Montréal, il y a 20 à 25 gangs de rue majeures qui comprennent de 350 à 500 membres. Et il y a aussi des gangs de rue émergents qu'on appelle. Donc, on peut penser qu'il y a de 750 à plus de 1000 membres de gangs de rue à Montréal. On évalue à peu près à 10 % de jeunes criminels âgés entre 16 et 25 ans qui sont responsables de la moitié de la criminalité officielle commise dans un territoire comme Montréal.
8 ans, de 1989 à 1996, on a imputé à ces gangs une 60aine d'homicides et plus de 200 tentatives de meurtre. Sans parler des 250 à 300 fusillades qui ont éclaté aux 4 coins de l'île de Montréal. Au cours de l'été 2000, les beaux gars, des Bleus affiliés aux Crips, et les Crackdown Posse, des Rouges associés aux Bloods, se sont livrés une guerre féroce qui a fait 7 morts. Oui, à Montréal, le phénomène des gangs de rue fait quand même beaucoup de victimes, c'est-à-dire qu'il y a eu 14 meurtres l'an dernier sur une quarantaine qui a été liée aux gangs, et la moitié des tentatives de meurtre qui ont eu lieu sur l'île de Montréal l'an passé étaient liées aux gangs, c'est-à-dire une cinquantaine sur un peu moins de 100. C'est énorme. Tous les gangs de rue, qu'ils soient majeurs ou qu'ils soient des gangs émergents, la plupart des gangs de rue ont des noms. OK? Mais il y a 2 grandes allégeances à Montréal. Il y a les membres de rue d'allégeance bleue et les membres de rue d'allégeance rouge. Les bleus sont dominants, mais les rouges sont plus violents. Et ces 2 grands groupes aussi, bleu et rouge, se regroupent sous la bannière des Bloods et des Crips. C'est clair que le gang de la rue Pelletier n'a pas l'âge moyen de la définition du gang des corps policiers canadiens. Son chef présumé, Bernard Mathieu, surnommé Tipon, a la mi-trentaine. C'est un jeune homme d'affaires. Moi, j'ai toujours fait une différence entre les jeunes des gangs de rue, OK, qui, eux, sont vraiment des jeunes qui vont répondre aux couleurs. Ça veut dire qu'on défend notre territoire, on va défendre notre couleur, c'est bleu ou c'est rouge. Et les hommes d'affaires qui, eux, n'ont pas nécessairement de couleur. En fait, leur couleur, c'est l'argent, c'est le vert. Quand on regarde l'âge moyen des membres de l'organisation Bernard Mathieu, on parle de tout ou principalement de gens en haut de la vingtaine. Principalement de l'image que l'on a, on parle de gang de rue, on va parler de jeunes, de juvéniles, tandis que là, c'est un gang qui avait évolué dans le temps. Plusieurs de ces membres-là étaient avec l'organisation depuis plusieurs années et avaient grandi avec Bernard Mathieu. Le groupe de Bernard Mathieu est quand même une exception en matière de gang de rue. On a très peu de gangs à l'intérieur des gangs majeurs qui ont tous les attributs ou la capacité criminelle que le groupe à Bernard Mathieu pouvait posséder. En 2003, face à la montée du phénomène des gangs de rue, les forces policières de la région métropolitaine de Montréal, assistées de la GRC et de la Sûreté du Québec, ont créé une brigade régionale mixte, le Groupe Sans Frontières. La première grande enquête menée par cette brigade concernait le gang de la rue Pelletier, et elle a abouti au raid d'avril 2005. J'ai couvert beaucoup les gangs de rue et c'est l'enquête la plus longue que j'ai vue. L'enquête a duré 1 an. Les moyens financiers étaient énormes. Ça a coûté 10 millions, cette enquête-là. Il y a eu 100 000 conversations téléphoniques d'enregistrées. Le que je peux faire pour toi, c'est 31 000. Et 31 et demi? Ouais. Non, moi, c'est bon. Calculé dans le 31 ou rien n'est calculé encore? Non, rien n'est calculé. Rien n'est calculé. Il faut que tu rajoutes quelque chose. Il y a eu des agents doubles qui sont allés acheter de la drogue. Puis ça a été un succès. Là. Je me souviens plus du nombre de roches de crack qu'ils ont acheté, là, mais c'était quand même assez facile d'en trouver. Là. Et il y a les principaux acteurs, là, dont Bernard Mathieu, ont été suivis. Là. Il y a eu de la filature. Bernard Mathieu, oui, je l'ai déjà croisé. Je ne savais pas qui il était à l'époque. J'ai tout simplement vu un jeune qui venait faire laver une voiture. Et c'était une très belle voiture, une très belle auto, de sport, Porsche, du genre. Et là, il a fini de laver son auto, puis je le regardais partir au volant de sa voiture. Et quelques minutes après, je l'ai vu revenir, j'ai vu ce jeune revenir sur une très belle moto. Et moi, j'adore aussi les motos. Alors là, je regardais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie, ce jeune? Physiquement, c'est quand même un petit monsieur, mais qui avait de la prestance et du charisme. Quand il arrivait sur la rue, les gens s'attroupaient autour de lui, le saluaient, semblait considéré comme un personnage important. C'est vrai qu'il arrivait avec, des fois, en motocyclette de haute vitesse, d'autres fois avec sa Porsche. C'était quelqu'un qui était visiblement respecté. Les agents doubles qui ont acheté de la drogue, là, des roches de crack à multiples reprises sur la rue, l'ont remarqué eux aussi qu'il y avait un certain ascendant sur le groupe. Quand il arrivait, les gens, disons, étaient apportés à aller vers lui, à chercher son approbation. C'était visiblement quelqu'un d'important.
Bernard Mathieu, lors de l'enquête, on a constaté qu'il y a plusieurs personnes, justement, qui le contactaient pour avoir des conseils. Et ce n'était pas seulement que des personnes criminalisées, c'était des citoyens ordinaires, un petit peu qui se servaient des connaissances de Bernard Mathieu pour avoir des conseils. On le contactait, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis bien de faire ça? Est-ce que je devrais faire telle chose? Et Bernard Mathieu les conseillait. C'est un petit peu le conseiller spirituel de plusieurs personnes de la communauté. OK. On parle de salon de coiffure ou de restaurant? Pour un jeune vulnérable qui ne trouve pas réponse à ses besoins autrement qu'à travers les gangs, la délinquance, de voir quelqu'un comme Bernard Mathieu, c'est de voir quelqu'un qui a réussi dans la vie et ça devient une espèce de modèle à suivre. Et moi, les informations que j'avais, c'est qu'il avait déjà commencé depuis l'âge de 14-15 ans. Donc, quand même, tout ce temps-là, sans se faire pogner, il faut être intelligent, Titi. C'est pas des deux de pique, ces gars-là. C'est des gens qui ont l'intelligence de l'affaire, des affaires, mais qui ont aussi l'intelligence de ne pas se faire pogner, faire la sale job par tout le monde. C'est comme ça on se fait pas pogner. C'est qu'on délègue. Et pour nous, le fait de s'attaquer à un individu influent comme ça, on voulait passer aussi un message au sein de la communauté, et principalement de la communauté criminelle. On voulait passer le message comme de quoi qu'il n'y avait plus personne qui était intouchable. Bernard Mathieu a été arrêté à la mi-avril 2005. Comme quelques autres de ses comparses, il a dû attendre l'instruction de son procès derrière les barreaux. Le procès d'une quinzaine de membres présumés du gang de la rue Pelletier s'instruit à compter de la mi-septembre 2006, soit près d'1 an et demi après leur arrestation. Ils font face à des accusations de trafic de crack, de cocaïne et de marijuana, ainsi que de complot. 11 d'entre eux, dont leur chef Bernard Mathieu, sont aussi accusés de gangstérisme. Une première au Canada pour des membres d'un gang de rue. Longtemps réclamée par les corps policiers, la loi anti-gang a été adoptée dans une première version en 1997, alors que la guerre des motards faisait rage au Québec, faisant notamment des victimes innocentes comme le petit Daniel Desrochers. Cette loi, incorporée dans le Code criminel, fait en sorte que la seule appartenance à un gang criminel est un crime. Un gang ou organisation criminelle est un groupe d'au moins 3 personnes dont un des objectifs principaux est de commettre des infractions graves. Le seul fait de participer aux activités d'un gang, de favoriser ces activités, même par omission, est un crime punissable par un maximum de 5 ans d'emprisonnement. Commettre un crime au profit d'un gang entraîne une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Pour des dirigeants d'un gang, ceux qui commandent des crimes, la peine maximale est la perpétuité. De plus, une condamnation en vertu de ces articles rend la libération conditionnelle plus difficile. Jusqu'à ce procès contre des membres d'un gang de rue, au Québec, seuls des motards avaient subi un procès pour gangstérisme. Contestée plusieurs fois devant les tribunaux, la loi a été jugée conforme à la Charte des droits pour l'essentiel, bien que des juges lui aient reproché d'être trop vague. Si le débat se poursuit devant les tribunaux quant à la rédaction de la loi, le principe d'une loi anti-gang, donc, est maintenant bien admis. Il faut absolument prouver qu'il y a des liens entre ces gens-là, puis que c'est organisé, qu'il y a des supérieurs, qu'il y a des gens qui obéissent à des ordres et qu'il y a une chaîne d'alimentation quelque part pour se trouver de la drogue, puis pour que ça se rende jusqu'en bas. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu l'accusation de gangstérisme. Et l'infraction de gangstérisme comporte 2 incidences importantes, justement, pour l'individu qui fait face à cette accusation. C'est-à-dire que la peine qu'il recevra pour cette infraction sera nécessairement consécutive à toute autre peine qu'il recevra dans le cadre du même dossier. Également, l'admissibilité à la libération conditionnelle n'est possible qu'à partir du moment où il a purgé la moitié de sa peine. Une vingtaine d'hommes avaient été arrêtés lors du raid sur la rue Pelletier. Dans les mois qui ont suivi, une demi-douzaine d'entre eux se sont avoués coupables d'accusations de trafic de stupéfiants. Si bien qu'à la mi-septembre 2006, 15 présumés membres du gang se retrouvent devant le juge. Le plus jeune d'entre eux a 24 ans, un autre en a 27, puis les autres ont entre 30 et 40 ans. Bernard Mathieu en a 38 et l'aîné du groupe, 57. 11 sont au banc des accusés, derrière une vitre par balle, alors que les 4 autres, en libération conditionnelle, sont dans l'assistance.
Il y avait Bernard Mathieu à la tête. Ensuite, il y avait 2 lieutenants qui étaient Jean-Yves Longet-Valbrun. Il y avait aussi Jean-Robert Pierre-Antoine. Et en dessous d'eux, il y avait deux vendeurs, 2 responsables des vendeurs, qui étaient Lucan Févrius, puis il y avait Clinton Saint-Thomas. Et ensuite, il y avait des vendeurs, des petits vendeurs de rue comme Joël Samedi et Wilson Longin. Puis il faisait affaire avec des distributeurs, dont un, c'était Célonie Mervillus, et l'autre, c'était Roger Léger. Et il y avait aussi des relations d'affaires avec un autre groupe, le groupe des cousins Joseph. Après la pause, des conversations interceptées par la police soulèvent l'indignation. Il n'y a pas juste les journalistes qui ont été choqués, les autres accusés aussi se sont complètement dissociés de cet homme-là. Ils ont créé des noms. Au printemps 2005, une vingtaine de membres présumés du gang de la rue Pelletier ont été arrêtés. 1 an et demi plus tard, 15 d'entre eux doivent répondre d'accusations diverses. 11 des inculpés font face à une accusation très grave de gangstérisme. Aucune salle du palais de justice de Montréal n'étant suffisamment grande pour accueillir les accusés et la bonne douzaine d'avocats les représentant, le juge Jean-Pierre Bonin décide de déménager la cour au centre judiciaire Gouin, tout près de la prison de Bordeaux. C'est là, au centre judiciaire Gouin, que s'est instruit le premier méga-procès de l'ère moderne de nos cours. Une trentaine de motards devaient être jugés ensemble, puis ce groupe a été scindé, donnant lieu à 2 procès mémorables s'étalant sur près d'1 an. Au début, des criminalistes, des commentateurs, des juristes ou des juges même ont mis en doute, sinon décrié ces méga-procès avant qu'ils n'aient lieu. On n'en viendrait jamais à bout, l'affaire serait trop compliquée, la salle elle-même était l'objet de commentaires négatifs. Mais après bien des rebondissements, des incidents pénibles et des passages à vide, le temps a fini par donner raison au ministère public. Des condamnations ont été obtenues dans presque tous les cas contre les motards, sans que la Cour d'appel ne dénonce le procédé. Les méga-procès sont là pour rester. Avec cette nuance, toutefois, les juges se réservent le droit de limiter le nombre d'accusés pour rendre l'affaire plus gérable, surtout si un jury entend la cause. L'option du mode de procès appartient à la défense. Donc, c'est la défense qui décide si elle veut être jugée devant un juge seul ou un juge et un jury. Dans ce cas-ci, ils ont décidé d'être jugés devant un juge seul. Le juge Jean-Pierre Bonin préside le tribunal, alors que les procureurs Jean-Pierre Saint-Jean et Éric de Champlain représentent le ministère public. Pas moins d'une douzaine d'avocats assurent la défense des accusés. Une foule d'avocats de la défense. Il y a plusieurs personnages là-dedans, des personnages sortis de bandes dessinées, presque. Il faut faire impression aussi de stress comme ça, qu'on n'a pas besoin de voir des articles dans les journaux comme on l'a vu hier. Et en passant, je ne suis pas un procureur de la Cour. Il y a vraiment des personnages fascinants, là. Loris Cavaliere, Monsieur Panaccio, c'est des avocats un peu... ils sont très colorés, disons. Un aspect délicat de cette affaire est que les accusés, à une exception près, proviennent de la communauté haïtienne. C'est sûr que ce procès-là était particulier parce que 14 des 15 accusés provenaient de la communauté haïtienne. Les membres de la famille des accusés, les proches avaient le jeu facile en disant « c'est parce qu'on est des membres de la communauté haïtienne, on nous associe toujours aux gangs de rue, on nous associe toujours à la violence, on parle toujours de nous de façon négative, etc., etc. » Mais nous, on pouvait pas faire abstraction de ça, du fait que ce soit des Haïtiens d'origine. Sauf que il devait se rendre à l'évidence, il y avait plein de policiers noirs qui avaient participé à l'enquête. Je veux dire, les 2 policiers chargés de reconnaître les voix dans les conversations téléphoniques étaient 2 policiers qui parlaient créole, qui étaient d'origine haïtienne. Donc, l'argument du complot contre la communauté haïtienne ne pouvait pas tenir. Les gens qui étaient en procès, c'était des criminels. C'était pas avant tout des Haïtiens, c'était des criminels issus d'une communauté. Et il fallait penser que, bon, en bout de ligne, c'était une gang de personnes qui vendaient de la drogue dans la cour arrière d'une école secondaire. C'est tout ce qu'il fallait penser.
autant que la mafia à Montréal, il y a plusieurs membres de la mafia qui sont italiens, autant qu'il y a plusieurs membres des motards qui sont des Québécois de souche. Dans le gang de la rue Pelletier, la majorité était d'origine haïtienne. C'est un procès qui a touché énormément cette communauté. Ça veut dire que ça a fait très mal, en ce sens que voilà que maintenant on est en train de déloger un groupe de trafiquants, de narcotrafiquants. Et ils étaient haïtiens et c'est toute la communauté qui, une fois de plus, était touchée par ça. Parce que ça ressortait, ce sont de jeunes haïtiens. Mais moi, j'ai l'impression que ce procès, surtout, a été fait justement pour pouvoir montrer aux autres jeunes qui, eux, faisaient partie des gangs de rue, que, attention, que si jamais vous vous embarquez dans ce train, voilà ce qui peut vous arriver. Certains membres de la communauté haïtienne ont réalisé que le phénomène de gang est présent à l'intérieur de leur communauté, comme d'autres communautés, et d'autant plus lorsqu'on a eu les aveux de Bernard Mathieu, comme de quoi qu'il a admis avoir commis des gestes. Eux ont réalisé l'ampleur et je crois que eux, par la suite, vont être de plus en plus, les gens de cette communauté-là, conscients de la problématique et vouloir s'impliquer justement à la combattre. En tout, pour l'écoute électronique, il y avait 100 000 conversations qui ont été enregistrées. C'était en moyenne 94 heures d'écoute par accusé. Et il y avait, je pense qu'il y a 37 lignes téléphoniques qui étaient surveillées. La plupart, c'était des téléphones cellulaires, mais c'était beaucoup d'écoute, beaucoup de ressources. Les avocats de la défense, ce qu'ils voulaient à tout prix au début du procès, c'est de faire retirer l'écoute électronique du procès, finalement, que ça soit pas une preuve acceptable. La défense a tenté de prouver que l'écoute électronique avait été faite de façon abusive, que ça avait été contraire au code criminel, que les droits des accusés avaient été bafoués. Et ça a pris 4 semaines. Ils ont essayé par 3 fois de faire retirer l'écoute électronique de la preuve, sachant que l'accusation de gangstérisme là, reposait... c'était le cœur de la preuve de la couronne. Donc, ça a été très difficile pour la couronne de faire accepter l'écoute électronique. Ils ont aussi dû se résoudre à limiter le nombre de conversations qu'ils allaient déposer. La preuve électronique recueillie qui fut déposée à la Cour, on parle d'environ 250 appels déposés, visait à démontrer justement un trafic de stupéfiants et une organisation. La preuve démontrait le lien hiérarchique que Bernard Mathieu avait sur ses lieutenants et les membres de la rue. Souvent, les conversations débutaient « Salut chef, bonjour chef » ou dans ce langage-là, même si c'était des conversations en créole, mais on faisait tout le temps état de Bernard Mathieu comme étant le chef. À l'intérieur des conversations téléphoniques, c'était clair que Bernard Mathieu avait un trafic de stupéfiants assez élaboré. Le mieux que je peux faire pour toi, c'est 31 000. Le comportement des accusés confinés à leur cage de verre n'échappe pas à l'examen de l'assistance. Bernard Mathieu, dans le box des accusés, il était souvent assis en haut, donc au-dessus des autres accusés, ce qui était amusant parce que dans la hiérarchie, c'est le chef du gang. Et quand son avocat Clemente Monteiro-Rosso intervenait et que Bernard Mathieu n'était pas d'accord avec l'intervention de l'avocat, il lui faisait des grands signes. Il était assez nerveux. Il faisait des grands signes et puis il lui disait « Viens me parler, là. Il faut qu'on se parle. » Puis là, il se parlait avec le téléphone des deux côtés là, de l'espèce de baie vitrée du box des accusés. Là. Donc, il y avait on sentait qu'il voulait tout contrôler là, du procès. À un certain moment, l'audition d'une conversation interceptée par la police fait sursauter non seulement l'assistance, mais les accusés eux-mêmes. Une des conversations qui a été enregistrée puis qu'on a entendue en cours concernait donc l'un des accusés, Sidonie Mervillus, et son fils de 13 ans. C'est un des accusés qui a demandé à son fils adolescent de cacher de la drogue en arrière de sa tête de lit, sans le dire à sa mère.
Il n'y a pas juste les journalistes qui ont été choqués, les autres accusés aussi se sont complètement dissociés de cet homme-là. Ils ont créé des noms, ils ont hué, ils ont vraiment dénoncé, ils se sont complètement dissociés de lui. Et Mervillus a eu des ennuis ensuite. Quand il est retourné à la prison de Bordeaux auprès de ses co-accusés, il a même dû se faire changer de prison. Il est allé à Rivière-des-Prairies parce que les autres accusés l'ont comme renié. Ils trouvaient ça épouvantable qu'il ait osé demander à un enfant de cacher de la drogue. Quand on associe son enfant à ce commerce-là, c'est peut-être une ligne qu'il fallait pas franchir et ils l'ont fait savoir. Une conversation assez intéressante, c'était celle où un accusé appelle son chef pour lui dire qu'il vient d'être tiré dans la jambe. On m'a tiré. On m'a tiré sur Charleroi. Tu vois, chez nous, ils m'ont tiré. OK. Dépanneur, OK, je suis au dépanneur, Charleroi. C'était bien intéressant parce que là, tu vois que pour se faire tirer, quand même, c'est pas des enfants de cœur. Donc, moi, je vais pas au dépanneur puis je me fais tirer puis j'appelle pas mon chef avant d'appeler la police. Au cours de la présentation de sa preuve, l'accusation dévoile des aspects peu connus du trafic international de stupéfiants. Une des révélations principales de ce procès-là, c'est que le 3/4 de la drogue saisie dans les aéroports de Montréal, entre 2000 et 2004, provenait d'Haïti. Et par un drôle de hasard, parmi les gens qui ont été arrêtés dans ces années-là, lorsque la drogue a été saisie, il y avait des proches de Bernard Mathieu et une proche de Célonie Mervillus. Et plus tard dans le procès, on a appris que Mathieu avait toutes sortes de liens avec Haïti. Après la pause, le procès du gang de la rue Pelletier s'instruit dans un climat tendu. Les deux procureurs étaient escortés matin et soir par des policiers à cause de la dangerosité de l'affaire. 15 membres du gang de la rue Pelletier subissent un long et fastidieux procès à l'automne 2006. Le fait que la plupart d'entre eux soient d'origine haïtienne n'arrange pas les choses, surtout que 11 des accusés risquent gros s'ils sont reconnus coupables de gangstérisme. L'atmosphère au centre judiciaire Gouin était un peu spéciale parce que, bon, c'était la première fois que les installations étaient réutilisées après le méga procès des Hells Angels. Disons qu'on était un peu en huis clos, puis en même temps, on ne l'était pas du tout parce qu'il y avait personne d'autre que nous. Et il y avait des accusés qui étaient en liberté surveillée. Il y avait leur famille qui était à peu près 10 pieds en arrière de nous. Donc, on était en huis clos, mais on était hautement surveillés. À partir du moment où on a commencé à publier des textes, ils sont venus aussi nous voir pour réagir à ce qu'on écrivait. Donc, moi et une de mes collègues, on était souvent traités de menteuses. Mais évidemment, dans les corridors du palais de justice, pas devant tout le monde dans la salle d'audience, là, mais il y avait une certaine forme d'intimidation. Ce qui était assez étrange. Évidemment, l'atmosphère était assez fébrile certains jours. Disons qu'on se sentait visé, on était à proximité des accusés, de leur famille. Ils nous le faisaient savoir souvent. J'ai été poussée dans le corridor dans les premières journées. Une fois, j'étais avec ma collègue du Journal de Montréal dans le passage. Et il y a un des accusés qui avait donc le journal devant sa face pour pas se faire voir des caméras. Et, à notre avis, il a fait exprès pour nous foncer dedans. Je veux dire, il y avait assez d'espace dans le corridor pour qu'il puisse passer. Puis bon, il a prétexté qu'il voyait rien puisqu'il était obligé de se cacher le visage avec son journal. Mais c'était ce genre de forme-là d'intimidation, plus ou moins clair, c'est-à-dire qu'il s'est excusé puis qu'il a dit « Ah, je vous avais pas vu, là, je suis obligé de me cacher la face à cause des caméras. » Mais bon, en même temps, c'était pas une situation très agréable. Mais c'est la proximité qui fait ça, hein? On était à côté des accusés qui étaient quand même, c'est des accusations graves, là. Accusés de gangstérisme, accusés de trafic et de complot, là, pour trafic de drogue, là. C'est un peu incestueux comme ambiance, quelquefois. Les journalistes présents au centre judiciaire Gouin ne sont pas les seuls à être victimes de tentatives d'intimidation. Il y a des policiers qui venaient témoigner et en attente de leur témoignage, ils étaient dans une autre pièce. Et quand le juge les appelait à la barre, cet ami-là, ce porte-parole-là des accusés, se levait, sortait de la salle, allait escorter le policier et revenait dans la salle, rentrait dans la salle en même temps que le policier. Bon, le juge Bonin a mis fin à cette escorte-là rapidement, là, parce que c'était clairement une tentative d'intimidation, là. Donc, il y avait non seulement
seulement les accusés en liberté qui étaient très près de nous, parfois trop près, mais aussi des membres de la famille ou des proches des accusés. Il est passablement étonnant, inacceptable en fait, que les autorités aient laissé ce porte-parole agir de cette manière. Les palais de justice sont par définition des endroits de crise, de grande tension et de violence contenue. S'il y a un lieu où la loi et l'ordre doivent être rigoureusement respectés, c'est bien là. Pour ce faire, on n'a qu'à y assurer une présence policière soutenue et musclée s'il le faut. Comme on le voit, on a permis aux amis du gang de la rue Pelletier de pousser le bouchon très loin. Un mois après le début du procès, un agent de sécurité affecté au centre judiciaire Gouin, s'estimant victime d'une manœuvre d'intimidation, dépose une plainte à la police. En plus des agents de sécurité, les procureurs de la Couronne sont aussi victimes de tels gestes. On a appris durant le procès d'autres sources, là, pas au procès même, que les deux procureurs étaient escortés matin et soir par des policiers à cause de la dangerosité de l'affaire. À chaque fois qu'il y avait des pauses, donc ils devaient remonter à leur bureau là, parce que la salle d'audience était située dans le sous-sol. Ils devaient être accompagnés d'un policier. Ils ne pouvaient pas aller sortir de la salle d'audience par la même porte que les autres accusés, que les journalistes, que les avocats de la défense. Ils devaient prendre l'ascenseur, le même ascenseur que le juge, et ils étaient escortés par la police. Et ça se voit très rarement. C'est un niveau de sécurité qui est assez impressionnant. À la mi-novembre, le procès qui dure depuis une douzaine de semaines est suspendu pour un long mois. Il reprend à la mi-décembre 2006. Mais il tire à sa fin. Le sergent-détective Jean-Claude Gauthier de la police montréalaise s'avérera le dernier témoin d'importance de l'accusation. C'est un des policiers à Montréal, et il est reconnu d'ailleurs comme témoin expert, qui connaît le mieux les gangs de rue. Il s'intéresse à ce phénomène-là, lui, depuis la fin des années 80. Il nous a expliqué que les gangs montréalais prenaient leur inspiration des gangs de L.A., puisqu'ils utilisent les mêmes noms génériques, le Bloods et Crips, rouge et bleu. Et il nous a expliqué aussi qu'ils commettaient le même genre de crimes. Donc, des drive-by shootings, des braquages à domicile, du trafic de drogue, du proxénétisme. Mais en termes de victimes, ça se compare pas du tout. Il y a des centaines de victimes de gangs de rue à L.A. Il y a énormément de meurtres par année. Alors que le procès tire à sa fin, l'affaire de l'intimidation des procureurs de la Couronne refait surface de plus belle. Ça ne s'était pas passé qu'au centre Gouin, mais ailleurs où s'étaient instruits des procès de membres de gangs de rue. Il s'agissait, selon certains observateurs, d'une pratique quasi généralisée. Le danger auquel font face les procureurs s'expliquerait par le caractère imprévisible des gangs de rue. On rappelait qu'il n'est pas rare que les proches et les amis de certains membres de gangs de rue emplissent à eux seuls presque toute une salle d'audience, comme c'était le cas au centre Gouin. Cette présence massive de supporters des accusés constituait en soi une menace. La sécurité au Palais de justice de Montréal, qui est le deuxième en importance en Amérique du Nord, est carrément en retard d'une génération. Il n'y a qu'à la comparer à celle mise en place ailleurs en Amérique du Nord ou en Europe pour s'en rendre compte. On dirait que le 11 septembre et la guerre des motards n'ont pas eu lieu. Pourquoi faut-il davantage de sécurité dans nos palais de justice aujourd'hui? Pas seulement à cause des gangs de rue qui se livrent à des gestes d'intimidation, pas seulement non plus pour parer à l'éventualité d'actes terroristes, mais parce que toutes sortes de gens dérangés peuvent y entrer comme bon leur semble et y circuler à peu près sans surveillance et sans contrôle. À défaut d'avoir des installations aussi modernes que celles du centre Gouin, à peu près tout le monde s'entend pour dire qu'il faut resserrer ces mesures. C'est d'ailleurs en voie d'être fait. L'accusation ayant fini avec la présentation de la preuve, la balle passe dans le camp de la défense qui choisit de ne pas faire entendre de témoins. En conséquence, il échoit à l'accusation de plaider la première. Le dernier mot ira aux avocats de la défense. Dans sa plaidoirie, la Couronne rappelle que, quoique pas très structurée, le gang de la rue Pelletier était une organisation criminelle tout de même, dotée d'un chef, de lieutenants et de responsables des dealers. Les avocats de la défense, quant à eux, soutiennent que le gang de la rue Pelletier n'existait tout simplement pas. C'est du chacun pour soi, affirme-t-il. Le rideau tombe ainsi sur les débats engagés des mois plus tôt.
Le procès a duré 4 mois. Et donc, il devait durer 5 semaines. Ça a été très long. Les dés étant jetés, il ne reste plus qu'à attendre le verdict du juge Jean-Pierre Bonin. À la mi-janvier, le magistrat rend 58 verdicts de culpabilité. Les accusés étaient assez calmes, là. Même ils faisaient des blagues derrière la cage vitrée, là. Et ceux qui étaient à l'extérieur, eux, ont eu plus de réactions. Ils étaient avec leur famille. Et puis là, ça a été plus spectaculaire, là. Ils étaient plus déçus que les autres, ils se déchiraient plus la chemise, là, que les autres. Mais ceux qui étaient derrière les cages de verre, là, qui étaient déjà emprisonnés, ont comme un peu réagi de façon... comme si de rien n'était. La totalité des 15 accusés déclarés coupables de trafic de stupéfiants, 14 le sont aussi pour complot. 5 membres de la bande qui faisait la loi sur la rue Pelletier, dont Bernard Mathieu, sont reconnus coupables de gangstérisme. Monsieur Longin-Valbrun, pouvez-vous nous parler Est-ce que vous êtes inquiet de la sentence qui vous attend pour le gangstérisme? 5 de leurs acolytes l'échappent belle, car ils étaient 10 au départ à devoir répondre d'une telle accusation. Les autres, c'était des membres d'un groupe parallèle, disons, qui n'avaient pas assez de preuves pour les reconnaître coupables. C'était les cousins Joseph et leurs affiliés. Finalement, on a vu 2 gangs. Il y avait le gang La Rue Pelletier, contrôlé par Bernard Mathieu, et le gang des cousins Joseph. Donc, Jean-Pierre Joseph, Ansley Joseph et leurs cousins Adlé Mussotte et Roberto Aurelius. Sauf que la couronne n'a pas réussi à démontrer que ce 2e gang-là, qui ont appelé le gang des cousins Joseph, était véritablement un gang de rue. Donc, les accusations de gangstérisme ont tombé pour ce 2e gang-là. Cette fois-là, en particulier, c'est les mathématiques qui ont été contre nous, si vous me permettez l'expression. M. Aurelius, notre preuve n'était pas bonne et le juge n'a pas réussi, en regardant notre preuve, à être satisfait que Jean-Pierre Joseph faisait partie d'une organisation. Ça me laissait 2 personnes. J'avais besoin de 3 personnes pour avoir du gangstérisme. Il m'en restait 2. C'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez? Cette déclaration de culpabilité de gangstérisme concernant 5 individus était une première au Canada. Suivant un procès, suivant une preuve qui avait été amenée devant le tribunal, et l'incidence de cette condamnation-là aura, à mon avis, un impact certain sur les dossiers qui suivront, non seulement visant d'autres gangs de rue, mais visant également d'autres organisations criminelles qui ne sont pas les Hells Angels, qui ne sont pas la mafia italienne, qui n'ont pas nécessairement des éléments d'appartenance que l'on peut facilement associés à ces individus-là. Le fait d'être en mesure d'avoir un verdict de culpabilité, ça nous démontre qu'on a des gangs de rue présentement qui ont un certain niveau d'organisation et ça nous démontre qu'il est possible de s'attaquer à eux avec les dispositions de la loi visant les organisations criminelles. Pour 3 des condamnés, ce verdict entraînait des conséquences plus graves que pour les autres. En effet, le chef reconnu de la bande, Bernard Mathieu, de même que Clinton Saint-Thomas et Célonie Mervillus, risque l'expulsion vers Haïti en vertu de nos lois sur l'immigration. Aucun des 3 n'était citoyen canadien, ne jouissant que du statut de résident permanent. S'ils écopaient de peines de plus de 2 ans d'emprisonnement, ils allaient devoir les purger ici jusqu'à ce qu'ils soient admissibles à une libération conditionnelle. À ce moment, le processus d'extradition se mettrait en branle sans qu'ils aient la possibilité d'interjeter appel. Après la pause, les membres du gang de la rue Pelletier reçoivent des sentences sévères. Moi, si j'étais un membre de gang de rue à Montréal actuellement, là, je regarderais s'il n'y a pas possibilité de déménager ailleurs au Canada. Au terme d'un long procès de 4 mois, la totalité des 15 membres de la rue Pelletier sont condamnés, soit pour trafic de drogue ou complot. 5 d'entre eux sont déclarés coupables de gangstérisme. Il reste les sentences à administrer. Le juge Bonin rend 2 premières sentences au lendemain de son verdict. Ce sont les plus légères. Le seul accusé d'origine non haïtienne, Walter Fernandez, écope de 6 mois de prison pour trafic de marijuana. Monsieur Fernandez, c'est une excellente nouvelle pour vous. Monsieur Fernandez n'aura pas de commentaire à faire. Moi, je peux vous en faire, mais monsieur peut être... Monsieur Fernandez, c'est quand même une bonne nouvelle. Admettez, non? Bon. Roberto Aurelius s'en tire avec une peine avec sursis. On passe ensuite aux choses plus sérieuses. 3 semaines après que le verdict eut été rendu, on entame les plaidoiries sur sentence. Certains accusés choisissent de témoigner.
Au moment des plaidoiries sur sentence, Jean-Robert Pierre-Antoine, qui est considéré comme le bras droit de Bernard Mathieu et qui est d'ailleurs son cousin, a décidé de témoigner pour avoir une sentence le plus légère possible, évidemment. Là. Et au moment de son témoignage, il était très nerveux, tellement nerveux qu'il s'est embourbé dans son témoignage et qu'il a admis, entre autres, une transaction de drogue, puis qu'il se mêlait sur le montant qu'il avait reçu de la transaction. Et on voyait que Bernard Mathieu le regardait durant son témoignage. Il lui jetait des regards assez noirs. Et à un moment donné, Jean-Robert Pierre-Antoine, pris de panique, s'est littéralement effondré. Le lieutenant de Bernard Mathieu écope de 6 ans d'emprisonnement. Bernard Mathieu a aussi témoigné et il a dit durant son témoignage qu'il avait appris sa leçon. Il a joué un peu au criminel repenti. Il a insisté pour dire qu'il avait appris sa leçon et que ce procès-là devait donner l'exemple aux vrais membres de gangs de rue parce que lui, c'est comme dissocié Il n'a pas admis être chef de gang et être membre d'un gang de rue. Il a dit que ce procès-là devra servir aux vrais membres de gang de rue. Voici ce qui peut vous arriver. Et il a écopé de 10 ans de prison. Pour les jeunes, Bernard est un modèle de réussite et on voulait démontrer aux jeunes que ce n'était pas la bonne façon, justement. Il y a d'autres façons d'acquérir de l'argent, d'avoir des véhicules de luxe s'il faut, autre que les stupéfiants et les crimes de gang. D'où l'importance de s'attaquer à Bernard Mathieu et de montrer que si tu vis par l'épée, à un moment donné, tu vas périr par l'épée. Et l'épée était la police dans ce cas-là. Ce procès, dont l'issue pourrait avoir un effet dissuasif sur d'autres gangsters de rue, pourrait aussi leur avoir appris d'autres leçons. Alors maintenant, quand on regarde la situation, ce qui s'est passé sur la rue Pelletier, aujourd'hui, les jeunes ne referont plus la même chose. Ça veut dire qu'ils ne reprendront plus un secteur où ils essaieront d'avoir un contrôle dessus, avoir une mainmise sur un secteur. Ça, c'est une des choses qu'ils ne vont plus, eux, refaire. L'exemple aussi, c'est de pouvoir comprendre aussi que, mais quand on fait des opérations comme ça à long terme au même endroit, ça aussi, ça peut être dangereux pour eux. Les nuages lourds de menaces qui couvraient la rue Pelletier depuis des années se sont dissipés. C'était pas très agréable de se promener dans ce coin-là. Dans ce micro-secteur-là, il y avait de la crainte. OK? Il y avait du monde qui circulait, qui faisait peur aux gens. C'est sûr que le fait d'avoir réprimé et arrêté tous ces éléments-là, bon, ça a eu un effet positif à court terme chez les résidents du secteur. On a eu une très bonne collaboration par la suite des gens de la communauté, qu'effectivement, ils voient que c'est un problème qui les touche et eux ont aussi le désir de se prendre en main justement pour être en mesure d'éliminer cette problématique-là. Des opérations policières d'envergure comme celle qui a été menée pour arriver à l'accusation de gangstérisme du fameux gang de la rue Pelletier sont nécessaires. Ça a un impact majeur sur la sécurité du public, sur la confiance du public à l'égard de l'efficacité des autorités. Il y avait plusieurs immeubles à l'époque qui étaient dans un état lamentable sur la rue Pelletier et presque la totalité des immeubles ont été rénovés ou repris en main. Les citoyens nous ont dit qu'ils ont repris goût au quartier, qu'ils peuvent circuler, qu'ils peuvent vivre comme tout citoyen normal pourrait s'attendre dans une ville. On doit conjointement, policiers, organismes communautaires, services correctionnels, services aux jeunes contrevenants, les suivre, les surveiller parce que c'est eux qui représentent une menace pour la sécurité publique. Il faut offrir du support à leur entourage, à leur famille, à leurs frères, à leurs sœurs, aux écoles. C'est sûr qu'on peut tout faire pour aider nos jeunes à sortir des gangs de rue, à ne jamais entrer dans une gang de rue. Puis ça commence à la maison. À la maison, c'est même pas à l'école, c'est à la maison. Les parents doivent tout faire pour éduquer leurs enfants, non seulement au niveau de la prévention aux gangs de rue, mais aussi des valeurs. Les accusés ont porté leur cause en appel. Certains, condamnés à des peines de 4 ou 5 ans, se sont retrouvés en liberté conditionnelle moins d'1 an après le prononcé de la sentence, vu le temps passé en détention préventive avant le procès. Coup d'épée dans l'eau, alors.
Malgré ses limites, l'opération a représenté une étape importante dans la répression de cette criminalité. Le ministère public a réussi à faire la preuve de l'existence d'une organisation criminelle malgré la structure aux contours assez flous des gangs de rue. Pour le public, la couverture médiatique qui a accompagné le procès a constitué une sorte de choc. Elle a permis de prendre conscience du phénomène, de ses ramifications internationales et de sa pénétration sournoise en marge du monde scolaire. Et finalement, du danger que pose cette criminalité à la sécurité publique. L'opération a donc porté plusieurs fruits. Comment survivre à un ouragan? Préparez-vous au pire. Face au danger, dans un instant, à Canal D.